concertation entre la Direction générale des impôts et le secteur privé à Douala en vue de la préparation de la loi des finances 2023, que ce soit Entreprises du Cameroun, JICAM, ou la Chambre de commerce. Eh bien, les griefs soulevés à l'endroit de l'administration fiscale visent non seulement l'amélioration du climat d'affaires au Cameroun, mais également à mener les entreprises à implémenter la politique d'import-substitution dans un contexte de crise aux facteurs exogènes. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information sur Canal 2 International, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. Pour aborder la thématique principale qui est l'actualité autour de la politique fiscale au Cameroun et bien d'autres sujets périphériques, nous avons le bonheur de recevoir sur ce plateau un professeur de fiscalité, administrateur fiscal, administrateur ICAM, conseil fiscal agréé CEMAC, professeur Pierre Alaka. Bonjour. Bonjour Monique Naoussi, merci de m'avoir invité. Bienvenue sur le plateau de la rétro. Je suis très honoré. Alors, avant des questions sur le fond de la rencontre DGI, secteur privé à Douala, vous avez été partie prenante. Vous faites partie de ceux qui voient davantage une décrispation des rapports entre le secteur privé et l'administration fiscale? Écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais avoir une pensée amicale à mon ami Ekambi Briand, à qui j'ai rendu visite très tôt ce matin et qui se porte très bien. Et je voudrais rassurer les uns et les autres, d'ailleurs il a fait lui-même, il est en très bonne santé et bientôt on va le revoir dans les cabarets. C'est un monument. C'est un véritable monument parce qu'après Manu Dibango, il ne nous reste qu'Ekambi Briand. Donc il est tout à fait utile de rassurer les uns et les autres et de demander à ceux qui divulguent des nouvelles catastrophiques de ne pas le faire. Ça ne sert absolument à rien. Il faut aller à la bonne source. Lui aussi, il a fait des sorties justement pour demander qu'on arrête un tout petit peu, qu'il se porte très bien. Il se porte à merveille. D'accord. Ok. Bon, maintenant, vous me demandez si la décrispation qu'on a observée commence à voir le jour. Je veux d'abord vous dire une chose. Pendant très longtemps, et l'opinion a été répandue, et d'ailleurs je l'ai écouté pendant la visite du directeur général des impôts Moupa, où les gens disaient que le président Tawamba du JICAM et moi-même sont les pourfendeurs du directeur général des impôts. Il n'en est absolument rien. Il n'en est absolument rien. Chacun défend sa chapelle. Moi, je suis fiscaliste sur le plan scientifique et escalité. Je peux donner mon avis. Et le président Tawamba est représentant d'une corporation d'affaires. Il peut tout à fait être en droit de défendre ses... La plus importante d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et donc, il faut déjà noter que je parle ici au nom des CAM. C'est Entreprises du Cameroun, c'est très important. Et je suis heureux d'être là, escalité, même si... et moi, je vais davantage extraire la fine fleur de votre statut d'homme scientifique, de fiscaliste. On va en parler. D'accord. Alors, vu sur cet angle-là, je vais vous dire pourquoi il va y avoir des crispations. Parce qu'il y a une relation qui fait vivre l'État. D'un côté, il y a l'administration fiscale, de l'autre, il y a le contribuable. Au milieu d'eux, il y a l'impôt. Ouais. Au niveau de la conception de l'impôt, il y a celui qui est garant, c'est l'administration fiscale. Et au niveau de l'application de l'impôt en vertu du principe déclaratif, le contribuable est celui qui au quotidien le fait, déclare, paye, ainsi de suite. Mais aussi, au niveau de l'application de l'impôt, l'administration fiscale est garante parce qu'elle revient avec son droit de reprise pour exercer son pouvoir de contrôle et de vérification des comptes des entreprises. Malheureusement, au niveau de la conception de l'impôt, l'administration fiscale était restée toute seule. Et ça ne plaisait pas beaucoup à certaines personnes, notamment le JICAM,
personne morale s'entend, même ECAM, même le MECAM, même le Syndustricam, et beaucoup plus la Chambre de commerce. Donc, la venue de M. Mopa, directeur général des impôts, a permis d'aller chercher le contribuable en ses différentes casquettes pour le ramener au niveau de la conception de l'impôt. Ça fait donc 2 contre 2. Au niveau de l'application, le contribuable et l'administration fiscale jouent ce rôle. Au niveau de la conception, désormais, on voit poindre à l'horizon l'apport du contribuable aux côtés de l'administration fiscale. Il y a donc là quelque chose qu'il faut véritablement féliciter. Alors, professeur Alaka, vous faites partie de ceux qui ont plaidé pour qu'on retrouve une sorte de sérénité dans les affaires PME, PMI camerounaises. Alors, quelles sont les difficultés que vous relevez dans l'application de la loi fiscale et la mise en place des lois pour faciliter les activités des entreprises au Cameroun? Non, pour le compte des CAM que dirige Pota Yarmama, j'ai eu à présenter une situation alarmante au niveau des petites et moyennes entreprises camerounaises, petites et moyennes industries camerounaises qui sont appauvries au quotidien par des grandes entreprises, lesquelles sont payées comptant. Mais lorsqu'il faut payer les factures des petites entreprises, nous sommes tous victimes. Il faut attendre 90 jours. C'est ça que Ouada a dit. Un test néocolonial, esclavagiste, que je combats et je combattrai toujours parce qu'il doit changer. Vous ne pouvez pas dans un État dire que lorsque une grosse entreprise, que ce soit l'OPAD, Camrail, Orange, MTN, sans publicité, vendent leurs prestations, ces entreprises sont payées cash. Maintenant, quand une petite entreprise vient sous-traiter quelque chose, vient réaliser une prestation de service, elle doit attendre 90 jours. Mais il y a là quelque chose d'anormal pour 2 raisons. La première, l'entreprise n'est pas payée, elle ne peut pas se développer dans les délais requis pour augmenter son chiffre d'affaires et donc développer l'économie camerounaise. Et deuxièmement, l'État lui-même, l'administration fiscale elle-même se fait harakiri parce que cette entreprise qui d'ailleurs est grande et donc habilitée à retenir les impôts à la source, du fait de ne pas payer la petite et moyenne entreprise camerounaise, garde à la source les impôts de l'État. Donc l'État perd doublement. L'administration fiscale n'a pas ses impôts retenus à la source. Le contribuable, le petit contribuable camerounais, n'a pas les moyens de devenir demain une grande entreprise. Et c'est parce que déjà le système de retenue à la source pénalise la petite entreprise, c'est pratiquement 24% qu'on retient à la source. 24%. L'État accepte de laisser ces 24%. On met des grandes entreprises qui deviennent davantage riches parce que thésaurisant les impôts de l'État. Et l'État ne fait rien pour que la petite entreprise se développe par l'acquisition en temps réel de ce qui lui revient, c'est-à-dire le reste de 76% de sa facture. Au Cameroun, c'est un secret de polichinelle que de dire que le tissu économique est essentiellement adossé sur le secteur informel. On parle d'un peu plus de 89-90%. Et donc, le secteur formel camerounais, c'est essentiellement les petites et moyennes entreprises. Donc, si ce que vous dites est vrai, on ne le conteste pas, ça suppose qu'il y a un véritable malaise et donc, à l'horizon, les objectifs de développement sont à craindre. On ne pourra pas les atteindre facilement. C'est vrai, il y a un malaise, mais qui peut être relativisé. Et je termine par dire que ce que donc ECAM a proposé, c'est que les délais de paiement des factures des petites et moyennes entreprises partent de 90 à 15 jours. Parce que les autres sont payés cash. Maintenant, vous parlez du secteur informel. Il faut relativiser la notion de secteur informel. Parce que le Cameroun, dans sa politique de petite débrouillardise, a affiné le secteur informel en pendant du secteur formel pour certaines choses. Moi, lorsque j'ai écrit mon livre « L'impôt au Cameroun, en fiscalité africaine », j'ai dit que le secteur informel pouvait être perçu de 3 manières. Le secteur informel organisé,
C'est-à-dire, lorsque vous passez devant les grands commerces, vous trouvez toujours des gens, des petits garçons qui sont là, avec des petites marchandises, mais à la vérité, ce sont les vendeurs du grand commerce. C'est un secteur informel organisé. Le matin, ils prennent, ils vont vendre, ils font les bénéfices pour aller vivre chez eux parce qu'ils n'ont pas de travail. Et le soir, ils vont reverser le montant qui aurait dû être vendu à tout client qui serait entré dans la grande surface ou dans la boutique de grande distribution. C'est le secteur informel organisé. L'État ne paie rien. Il y a le secteur informel type. C'est celui-là où véritablement les gens échappent complètement à l'impôt. C'est là où on va chercher à élargir l'assiette fiscale dans ce cadre de secteur où les activités sont mal aisées, où la saisine des activités est mal aisée. Maintenant, le troisième type de secteur informel, c'est un secteur informel hybride. Pourquoi il est hybride? Parce que ceux qui sont dans le secteur informel organisé et qui disposent d'un revenu, ce revenu-là n'est pas déclaré. Ils appellent ça revenu de la petite débrouillardise. C'est ce revenu-là. Ça veut dire qu'il devrait également être mis en place un système de captage de ce revenu. Le premier qui est reversé le soir est capté parce que ça rentre dans le chiffre d'affaires du grand commerce. Mais le chiffre que ces petits-là réalisent, parce qu'à la vérité, c'est la survente. C'est-à-dire qu'ils vendent plus cher dehors, donnant l'impression qu'ils vendent moins cher. Et c'est un jeu organisé. Mais ces gens sont riches, construisent des maisons. Il faut trouver le moyen de capter une politique d'imposition dans le secteur informel organisé. C'est compris, professeur Alaka. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet principal qui constitue l'épine dorsale de cette émission, de cette édition justement, nous allons vous proposer d'autres faits d'actualité qui ont marqué la semaine. C'est la période de reprise des cours au Cameroun, né à peine 2 semaines. Un autre cas de violence enregistré en milieu scolaire. Cette fois-ci, la victime est un jeune de 17 ans au lycée technique d'Ambam qui a été bastonné par son conseiller d'orientation. Et cette bastonnade a nécessité une intervention chirurgicale au terme de laquelle on a dû lui ôter un organe. On va également se rendre à Mbam. Dans cette localité-là, effectivement, les élèves encourent des risques de perte en vie humaine si le pont en Foulou n'est pas reparé dans l'urgence. C'est des reportages que vous proposent nos reporters Janice Kamga et notre correspondant dans la région du Sud Cameroun à Ebolova, Ambroise Fogué. Des flonflons de sirènes balafrant la sérénité habituelle du quartier Kombiti. Le cortège qui avance s'immobilise dans la cour de l'hôpital régional d'Ebolova. La mine de Nalovalion, le ministre des enseignements secondaires, montre qu'elle effectue une descente pas des plus ordinaires. Encore que les échanges qui s'en sont suivis se sont voulus à huis clos. Et pour cause, 2 semaines seulement après la rentrée des classes, on renoue avec la violence à l'école. Le travail d'enseignant est ardu, mais l'enseignant devrait être capable d'éduquer l'enfant à distinguer le mal du bien. Les mesures disciplinaires sont le canevas et bien entendu le suivant en charge de la discipline en est le garant. Cette fois-ci, c'est un élève de classe de première F3 au lycée technique d'Ambam qui est la victime. Aimé Valère Eboussé, conseiller d'orientation scolaire moqué, a trouvé pour punition un coup de pied violent sur le côté du ventre d'Ulrich Ateba, 17 ans. Il y a eu des remous dans cette salle de classe et malgré ces différents conseils et interpellations, l'élève Ateba Ngane Ulrich s'est comporté d'une manière où il n'a pas pu supporter les faits. Admis à l'hôpital régional, le jeune homme vient de subir une opération et devra désormais vivre sans sa rate. Le seul souci, c'est que c'est un organe qui entre dans l'immunité, c'est-à-dire qui aide l'organisme à lutter contre les infections. Il faut vacciner cet enfant. Le ministre des enseignements secondaires dit être venu témoigner la sympathie et la solidarité du gouvernement au jeune Ulrich et à sa famille.
Voici ce qui reste du pont de la Foulou. Il s'est effondré à la suite des pluies diluviennes qui ont refait le portrait de la ville d'Obala le 18 mai dernier, défigurant à cet endroit le quartier Abokolo. La route est coupée, il faut contourner. Les voies de contournement sont assez longues et ne leur permettent pas une bonne mobilité. De passage dans la localité, le ministre de l'administration territoriale, dépêché au chevet des populations sinistrées par le chef de l'État, se rend bien compte du danger permanent qui plane sur les riverains avec les intempéries. Il suffit d'une petite situation de bousculade. Ça sera extrêmement catastrophique. Donc ça, c'est très, très dangereux. En cette période de rentrée scolaire, ce sont des milliers d'élèves qui doivent désormais passer au quotidien cette épreuve de gymnastique afin de se rendre dans leurs établissements scolaires respectifs, car le pont sur la rivière Foulou dessert 3 lycées. Les autorités prennent ici la pleine mesure de l'urgence d'une intervention. J'ai tenu à voir ce qui se passe pour rendre compte d'acquis de droit, mais je pense que généralement, la célérité que nous connaissons du chef de l'État, il donnera des instructions à qui de droit pour que ce pont soit vite, n'est-ce pas, reconstruit, parce qu'on ne peut pas, il est vital, il est utile et il est pratiquement indispensable, mais pour la localité. En attendant, c'est ce pont en bois construit grâce au concours de quelques âmes de bonne volonté qui permet d'assurer la continuité de la traversée. Eh bien, c'est une réalité qui est vécue par plusieurs élèves dans des localités lointaines, les zones rurales au Cameroun. Je vous ai vu frémir avec des envies de réagir rapidement. Professeur, quel commentaire? D'abord sur la dernière... dernier reportage. Le dernier reportage, merci. Et je voudrais qu'on passe à la politique de rendre compte à qui de droit, à une politique d'agir et de rendre compte après. Parce que je crois quand même que je suis spécialiste des questions financières. Je regarde attentivement le budget de l'État en ce qui concerne les dépenses. Je vois toujours qu'il y a des dépenses communes, il y a des choses qu'on appelle interventions d'urgence, qui sont d'ailleurs logées au MINAT pour certaines. Et je crois que dans ce pays, il y a quand même un ministre des Travaux publics. Lorsqu'il y a quelque chose de ce type, on agit. On ne rend pas compte. C'est compris. Voilà, on agit. Ok. Et on rend compte après avoir agi. Parce que si vous rendez compte et puis après, il n'y a pas de suite, ben, vous n'avez rien fait du tout. Pourtant, vous avez le devoir d'agir au nom du président de la République sur le premier reportage. Je suis très embêté. Je m'aimerais justement vous poser la question sur le premier reportage, cette violence en milieu scolaire. Alors que ce soit l'usage du fouet ou encore des coups de poing, la législation camerounaise est claire là-dessus, c'est interdit. Mais comment expliquer que cette pratique prospère dans les établissements scolaires, les écoles, les lycées et collèges? Moi, je vais vous dire, personnellement, je suis contre la violence. Mais il y a des moments où la violence est parfois nécessaire. On peut être en légitime défense, la violence est nécessaire. On peut être dans une situation dans laquelle on est à bout. La violence peut être nécessaire, mais une violence mesurée. Moi, je vais vous dire, à l'école primaire, dans ma génération, nous tous, on a réussi. Parce qu'il y avait le fouet. Mais un fouet mesuré, mais qui était quand même un fouet. Parce que quand tu avais une faute, tu avais 10 coups. Du coup, tu étais obligé de bûcher les dictées pour ne pas avoir 10 coups. Donc, on disait, voilà la sanction si tu ne fais pas ceci. Aujourd'hui, la violence, celle des élèves d'abord, n'est pas justifiée. Vis-à-vis des enseignants? Celle des élèves d'abord n'est pas justifiée envers leurs enseignants. Et celle des enseignants non plus n'est pas justifiée envers leurs... Moi, je viens de vous donner une justification théorique. On dit, si vous écrivez mal, vous faites une faute, vous aurez tel nombre de coups. Du coup, vous travaillez pour ne pas faire la faute. Maintenant, là, cette violence vient en réparation ou en réaction à quoi? Ce n'est pas défini. Donc, c'est la violence gratuite. Il faut qu'on sorte de là.
Et justement, vous parliez des mesures pour amener les enfants à mieux se comporter à l'école. Si la législation gabonaise s'est prononcée sur la question, certainement c'est en fonction des abus qu'on a observés ça et là. L'année dernière, c'était un enfant du coup élémentaire 2 coups, élémentaire 1, qui a été frappé avec du marteau, avec du piment pour embaumer son corps. C'est des types de violences qui amènent quand même à réfléchir en milieu scolaire. On peut revoir des pratiques en matière pédagogique, didactique. Ça, on ne peut pas appeler ça la violence. On appelle ça la criminalité. La torture. Oui, la torture relève de la criminalité. Ce n'est plus la même chose. Lorsqu'on veut faire passer un message, faire comprendre à un enfant quelque chose, ce n'est pas en allant aux extrêmes que l'enfant va comprendre. À la limite, vous le rebellez. Et il faut le garder dans la conscience lucide. Professeur. De penser que s'il n'a pas fait, il sera sanctionné. Et s'il fait bien, il sera également sanctionné, mais positivement. Professeur, j'aimerais comprendre. Ailleurs, je ne vais pas parler de l'Occident pour... Voilà. À l'école, il n'y a pas l'usage du fouet. Les enfants réussissent tout autant. Oui, mais c'est pour ça qu'ils peuvent gifler sur leurs parents. Moi, je suis contre ça. Il dit, je suis contre la violence. Mais je ne suis pas contre le fouet à l'école. Je suis pour le fouet, mais un fouet mesuré en connaissance de cause. Sachant que le règlement intérieur a dit que si vous insultez un enseignant, vous montrez les bras, on vous donne 4 coups ou 5 coups. Et si la Ce loi n'est pas tuant. Et si la loi l'interdit? Mais je vais d'abord vous dire qu'il y a des franchises scolaires. Il est difficile de démontrer que la loi rentre dans les franchises scolaires, même les franchises académiques, sans l'avis du proviseur, sans l'avis du directeur ou sans l'avis d'un recteur pour s'agissant des universités. Donc il y a... On tient compte de tout ça. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut réglementer les sanctions. D'accord. Alors nous allons retourner sur la concertation JICAM et CAM, Chambre de commerce, avec la Direction générale des impôts qui s'est déportée à Douala cette semaine. Après cette série de reportages que nous propose David Sandio, nous retournerons sur ce plateau retrouver notre fiscaliste. Dans le chapelet des propositions du patronat, 14 mesures de politique fiscale, parmi lesquelles la révision progressive à la baisse du taux d'acompte mensuel et du minimum de perception. Mais la plus importante concerne le changement du système d'imposition du Cameroun, parce que nous souhaitons qu'en fait les entreprises cessent d'être imposées sur leur chiffre d'affaires, mais sur leurs revenus. Il n'est pas normal qu'une entreprise qui fasse des pertes paye un impôt sur les sociétés, un minimum de perception, alors qu'elle a fait des pertes. On doit pouvoir permettre aux entreprises qui font des pertes de ne pas payer de l'impôt parce qu'elles n'ont pas gagné de l'argent. Normalement, l'impôt sur le revenu doit être assis sur un revenu. Des griefs exposés par le groupement interpatronal du Cameroun, militant depuis des années pour la révision du système fiscal, qui a finalement accepté la main tendue de l'administration fiscale. Nous sommes condamnés de travailler ensemble. Le diagnostic est connu, il est aujourd'hui partagé entre l'administration fiscale et nous. Et il est maintenant question ensemble de trouver les voies et moyens pour qu'on puisse intégrer en fonction des contraintes des uns et des autres, en tenant compte de la situation économique, de faire en sorte qu'on puisse ajuster et faire que le Cameroun puisse gagner. Loin de l'atmosphère glaciale, il a soufflé le chaud et la franchise ce mercredi au siège du JICAM, dont les propositions seront prises en compte pour formuler les modifications à supporter dans la législation fiscale de la loi de finances 2023. Je l'ai également précisé au président du JICAM, nous le ferons en tenant compte des contraintes des autorités, en étant réalistes, parce que le JICAM et nous-mêmes, nous avons un objectif commun, c'est d'apporter nos contributions respectives à un État qui soit un État viable et prospère. Les deux institutions sont désormais engagées à travailler pour concrétiser leur vision commune. Des échanges francs pour l'amélioration du système fiscal camerounais. Sans complaisance, les opérateurs économiques présentent des griefs et doléances sur la table de concertation, parmi lesquels l'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à tous les établissements de microfinance. Regardez la possibilité d'exonérer les établissements de microfinance de deuxième catégorie
en tout cas pour ce qui concerne leurs clients, de la TVA qui est applicable sur les prêts inférieurs ou égaux à 2 millions, puisque leurs confrères de la première catégorie sont exonérés. Profondeur de l'amélioration du milieu des affaires, les opérateurs économiques militent pour une harmonisation des impôts, pour que l'impôt substitution, également évoqué, ne soit plus illusoire au Cameroun. Aujourd'hui, on va au cœur de toutes les entreprises, particulièrement l'impôt substitution, à laquelle nous tenons beaucoup à en parler. Car aujourd'hui, à travers ce qui se passe partout dans le monde, on a l'impression que le pire est à venir et que nous devons prendre toutes les dispositions, aussi bien fiscales qu'au niveau des entreprises, qu'au niveau de recherche, pour pouvoir faire en sorte que l'impôt substitution soit une réalité dans notre pays et réduire les coûts. Sur le front des affaires, le secteur privé expose ses dures réalités économiques. Pour la Direction générale des impôts, les contributions vont enrichir et améliorer la qualité de leurs projets dans la loi de finances concernant les mesures fiscales. Toute cette semaine, nous allons discuter avec eux, prendre leurs préoccupations, noter leurs sollicitations pour soumettre aux autorités une loi de finances qui respecte à la fois l'exigence de mobilisation des ressources, mais également l'amélioration de l'environnement des affaires. Parmi les acquis de la Direction générale des impôts, les recettes globales mobilisées sont passées de 1059 milliards en 2010 à 2656 milliards en fin 2022. Eh bien, professeur Alaka, la réalisation va nous proposer le second reportage tout à l'heure. Les différentes concertations, on l'a dit d'entame, sont en vue de la préparation de la loi de finances 2023. Alors, quelles sont, selon vous, les principales réformes qui ont été prises en 2022 et quels ont été leurs impacts, tant pour adoucir le climat des affaires ou pour les durcir davantage? D'accord, avant de répondre à votre question, je peux quand même réagir. Oui, vous allez réagir tout à l'heure, mais vous pouvez le faire au pif, on va continuer. Voilà, allez-y. Moi, je suis d'accord avec la proposition du GICAM qui consiste à dire qu'on ne doit pas imposer le chiffre d'affaires, mais le bénéfice. Mais l'État a besoin d'argent. Il peut arriver des situations où une entreprise, pendant 5 années, est en perte. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, en ce moment, il y a un problème. On doit quand même assujettir cette entreprise au minimum de perception. Sinon, c'est la justice fiscale qui est touchée. Et l'entreprise va mourir, elle aussi. Mais une entreprise qui fait 5 ans de paix doit mourir. Écoutez, je vous prends un exemple simple. Vous avez un établissement scolaire. Vous êtes en perte la première année, vous vous endettez pour payer les enseignants. La deuxième année, vous êtes en perte, vous vous réendettez. Vous ajoutez l'endettement sur l'endettement pour payer les enseignants et supporter vos charges. Au bout de la troisième année, vous n'allez pas tenir, vous allez fermer. Pareil pour n'importe quelle entreprise. Mais si vous tenez, si vous continuez à tenir, ça veut dire que de deux choses l'une, soit vous faites dans les prix de transfert, qui sont un mécanisme de transfert illégaux de bénéfices, ça c'est valable pour les multinationales, soit alors vous avez des gens qui subventionnent vos activités. C'est pour ça que vous pouvez voir que des entreprises publiques sont subventionnées, parce qu'elles sont structurellement en perte. Et si vous n'avez donc pas quelqu'un qui subventionne, comment vous justifiez auprès de l'administration fiscale votre durée de vie dans la perte? Donc à ce niveau-là, en revanche, ce que pour les microfinances, les entreprises de microfinance, l'exonération à la tête de deuxième catégorie, c'est fondé. C'est l'égalité fiscale, vous ne pouvez pas refuser à un ce que vous accordez à l'autre dans les mêmes circonstances de temps, d'espace et de lieu. Dans le même fichier économique, ce n'est pas possible. Maintenant, pour revenir à votre question, quelles sont les mesures de 2022 qui ont résisté au temps et qui ont fait leur effet? Il y en a, mais en matière fiscale, vous savez, on ne va pas dénombrer, on n'a pas... Quelques-unes, les principales à votre avis? Non, ce n'est pas important. Puisque d'une année à une autre, on va vers l'amélioration en termes d'innovation. Ce qui est important, c'est que la loi fiscale est toujours en mouvement. La loi fiscale est dynamique. On peut essayer une mesure, elle marche, on la conserve.
et elle ne marche pas, on la retire. C'est pour ça qu'on parle de l'application de la loi fiscale dans le temps. Autrement dit, en matière de pouvoir de contrôle dans le droit de reprise que j'ai évoqué au départ de l'administration fiscale, on applique la loi fiscale année après année. Vous me permettez de repréciser la question. Oui. Qu'est-ce qu'on va retirer de la loi fiscale 2022? Qu'est-ce qu'on va maintenir, à votre avis? Les principales, pas toutes, forcément. Oui, mais ce qu'on va retirer, pas grand-chose. On va plutôt améliorer. C'est ça les mouvements du droit fiscal. Ne me poussez pas à un exercice où je vais vous interdire de m'interrompre après. Ce que nous devons retenir, c'est que chaque année, la loi fiscale change ou elle stagne. Mais en tout état de cause, on est arrivé aujourd'hui à une situation dans laquelle l'administration fiscale n'est plus le seul concepteur de l'impôt. L'administration fiscale a introduit dans la conception de l'impôt le contribuable. Et c'est ça qui est à féliciter. Donc c'est pour ça que vous voyez ces échanges qui ont commencé, je crois, depuis l'année dernière, et c'est à encourager. Professeur Alaka, oui. Vous n'êtes pas en train de dire que tout est rose? C'est pas ce que je dis, non. D'accord. C'est pas ce que je dis. Vous avez dit qu'on doit améliorer. Le terme approprié ici, c'est améliorer. C'est le terme approprié en matière fiscale. D'accord. Améliorer dans le sens. Parce que vous savez, c'est pas le hasard pour mettre en place une disposition de politique fiscale. Ça obéit, si vous voulez, un petit éclaircissement là-dessus. Ça obéit à un ordre de réalité. Il y en a 4. Hein. Pour changer une disposition de la loi fiscale, on doit s'assurer si la mesure sera rentable. C'est la réalité financière. On doit s'assurer si la mesure sera économiquement bonne. C'est ça le climat des affaires, pour que ça ne fasse pas jaser. On doit s'assurer. C'est pour ça que je veux vous dire que chaque année, on s'assure. Après une mesure, mesure par mesure, on évalue les mesures. Est-ce que cette mesure a été financièrement rentable? Non. On peut la laisser stagner, mais on ne va plus l'appliquer telle qu'elle. Vous comprenez? Et on va chercher à l'améliorer. D'accord. Voilà. Cette mesure, elle a été rejetée par les contribuables parce que ça n'a absolument rien donné sur le plan de la réalité économique. Ça a perturbé le climat des affaires. Voyons comment on peut l'améliorer pour que nos partenaires, que sont les contribuables, soient satisfaits de nos décisions de politique fiscale. Ok, c'est entendu, professeur Alaka. Alors, mais selon les acteurs du secteur privé, les hommes d'affaires en général, le système fiscal camerounais, il est confiscatoire, il est dissuasif, il procède par des embuscades, ce qu'a refuté le patron de l'administration fiscale, à savoir le directeur général des impôts. Si les deux parties ne s'entendent pas sur le diagnostic de la situation, est-ce qu'on va pouvoir sortir de l'auberge, puisque les deux sont obligés de travailler ensemble? Alors, il faut relativiser. Je suis parfaitement d'accord avec cette position ancienne, elle n'est pas nouvelle, du président Dawamba, qui est d'ailleurs un ami. Je partage ce point de vue. Simplement, il faut relativiser. Ce qu'il faut relativiser ici, c'est que au niveau de la mise en place du droit fiscal au sein des centres des impôts, il y a certains qui font du zèle et qui appliquent à tort ou à raison la loi fiscale de manière confiscatoire. Vous comprenez? Et c'est le lieu pour moi de demander à la Direction générale des impôts de mettre en place des monographies et de faire des publications au niveau de la doctrine administrative en matière fiscale qui permettra à tout un chacun de se rendre à l'évidence que ce que je fais est bon. Que ce soit au vu du contribuable ou au vu de l'administration fiscale elle-même. Parce qu'on ne peut pas nier que la fiscalité est quelque chose de complexe. La fiscalité est complexe. D'accord. Mais lorsque on arrive à une situation où une disposition est appliquée ici, différemment de là, on peut s'interroger.
Dans une enquête qui a été réalisée par le GICAM, justement, 67% des entreprises camerounaises font face aux difficultés douanières, font face aux difficultés fiscales. Professeur, c'est une réalité camerounaise ou c'est un phénomène qui sévit ailleurs également? Je sais, vous avez beaucoup voyagé. Non, ce n'est pas une réalité camerounaise. Moi, je peux vous assurer. Ou une particularité camerounaise? Non plus. Je peux vous rassurer que je connais à peu près sur les 50 ou 51 pays africains, je connais pratiquement très bien à peu près 47 législations. Et je suis donc suffisamment fondé pour vous dire que nulle part on ne paye les impôts volontairement. Nulle part les tracasseries que peuvent rencontrer les contribuables ne peuvent être considérées comme une réalité de tel ou de tel autre pays. C'est presque la même chose. Simplement, il faut qu'on mette en place des procédures qui permettent aux contribuables de se sentir fiers de réaliser son devoir fiscal. Lorsque dans la réalisation ou la mise en place de ce devoir fiscal, le contribuable se sent gêné, on peut, même si c'est pour une toute petite chose, ce contribuable est en droit de se plaindre auprès de sa corporation, et la corporation qui est le porte-voix est obligée de rendre publique cette plainte-là. Donc, même les meilleurs systèmes fiscaux, les gens se plaignent, même aux États-Unis. Même en France, les contribuables se plaignent. C'est une fiscalité extrêmement importante. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est pour ça qu'il est de bon ton que l'administration fiscale publie sa doctrine administrative. Parce que dans l'application de l'impôt au pays, dans notre pays, et c'est ça qui est dans une spécificité camerounaise, c'est la doctrine administrative qui vient avant la loi. Comparaison n'est pas raison, professeur Alakalaka. Dans un pays voisin, le Nigeria pour ne pas le citer, généralement les entreprises, les 12 premières, voire 24 premières années de vie, ne subissent pas d'imposition parce que selon des recherches scientifiques, une entreprise, il y a plusieurs entreprises qui meurent avant l'âge de 5 ans. Au moins, la moitié décèdent avant l'âge de 5 ans. Et donc, pour les accompagner, on stoppe l'imposition pendant les 2 premières années. Est-ce qu'il est possible qu'on copie et qu'on colle ce cas, qu'on calque au Cameroun? Les politiques fiscales tiennent compte des réalités économiques, des réalités politiques, des réalités sociales et des réalités philosophiques de chaque pays. C'est pour ça que l'impôt est du domaine de la souveraineté des États. Le Nigeria, c'est la première économie en Afrique. Non. Ça nous a permis de se développer. Laissez-moi vous dire. Si ça, on l'applique chez nous, peut-être qu'on pourrait également avoir les fruits. Monique là aussi. Allez-y, professeur. Laissez-moi répéter ce que vous avez dit tout à l'heure. Comparaison n'est pas raison. C'est vous qui l'avez dit. Et on n'a pas peur, on ne peut pas avoir copier le bon exemple aussi. Non. Et pour vous dire, le Cameroun a mis en place cette législation. Les entreprises nouvelles avaient 2 ans en dispense du paiement de la patente. On a ramené à 1 année, je ne sais pas trop pourquoi, mais on a eu cette législation. Certainement, et je ne vous ai pas des réalités économiques, certainement on s'est rendu compte que ce qu'on a perdu a baissé peut-être notre rendement, faisant de notre potentiel fiscal quelque chose de minable. Soit. Mais on ne peut pas toujours copier ce qui se passe ailleurs. La fiscalité est du domaine de la souveraineté des États. Et vous savez même que tous les impôts sont dominés par le principe de territorialité. Tout à fait. Alors, en ce moment, lorsqu'on veut prendre ailleurs, on doit tenir compte de nos réalités. On doit tenir compte de notre situation. Le Nigeria, et c'est par là que je vais terminer sur cette question. Le Nigeria a une monnaie, le Naira. Nous, on n'a pas de monnaie. On a un bidon de machin, un papier inutile qu'on appelle le CFA. Donc le Nigeria peut mettre en place des politiques fiscales avec une maîtrise importante de l'inflation. Peut mettre en place des politiques fiscales avec le couple monnaie-fiscalité. Nous ne pouvons pas le faire. Pourtant, c'est
un élément substantiel en matière de mise en place des politiques fiscales. Maintenant, c'est le patron de cette affaire qui vous parle. Je peux vous affirmer que je suis contre des comparaisons en matière fiscale. Parce qu'il y a d'abord un certain nombre de choses qui doivent être regardées. Vous ne pouvez pas me dire que monsieur, mon voisin, a des enfants brillants à l'école. Est-ce que mes enfants ne peuvent pas copier l'exemple de monsieur, mon voisin, parce que mes enfants ne sont pas brillants? Non. Non. Ça dépend de leurs conditions. De l'environnement. De l'environnement. On va également parler des délinquants fiscaux. On en a beaucoup parlé cette semaine, qui empêchent justement les entreprises citoyennes à jouir des avantages que leur confère la loi. C'est une réalité également qu'on devrait en parler avec beaucoup d'acuité. Tout le monde est délinquant fiscal. Même vous qui me regardez là, vous êtes délinquant fiscal. Vous en avez la preuve. Si on ne retient pas à la source, je vous donne la preuve, si Canal 2 ne retient pas à la source les impôts de l'État dans votre salaire. C'est retenu. Très bien. S'il ne le faisait pas, on vous paie tout votre salaire. À la fin de l'année, on vous dit allez déclarer et payer. Jurez la main dans le cœur que vous irez déclarer, vous allez payer. Je peux le faire. Donc potentiellement, vous ne pouvez pas jurer. Parce que vous aurez dépensé cet argent. Potentiellement, tout le monde est délinquant fiscal. Il y a maintenant des mesures. C'est pour ça que moi j'ai classifié dans l'un de mes ouvrages, je crois la gouvernance fiscale, qu'il n'y a pas de contribuable de bonne foi, il n'y a pas de contribuable de mauvaise foi. Il y a des contribuables mollusques, c'est-à-dire ceux qui sont faiblement délinquants fiscaux, et des contribuables félins, ceux qui sont des carnassiers fiscaux, mais qui donnent l'impression d'être de bons contribuables. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Si je me fie aux publications des institutions dites financières internationales qui disent que de l'Afrique, chaque année, en matière d'évasion fiscale, on est dans les 800 milliards de dollars d'évasion fiscale, alors qui ne payent pas des impôts? C'est les délinquants fiscaux. Un tel montant montre que tout le monde est délinquant fiscal. C'est pour ça que l'administration fiscale, qui a donné aux contribuables le principe déclaratif, lui a donné un cadeau déclaré, payé, doit remettre en place. Et c'est une des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec la Direction générale des impôts. Il faut remettre en place les contrôles fiscaux. La confiance n'exclut pas la méfiance. Et ce sont les délinquants fiscaux qui entretiennent la concurrence déloyale. Oui, mais bien sûr, bien entendu. Parce que, écoutez, s'il y a un principe d'égalité de tous devant les charges publiques, c'est l'égalité devant l'impôt. Mais si nous sommes dans le même secteur d'activité, nous faisons tous dans la téléphonie mobile. Vous payez, moi je ne paye pas. C'est la concurrence déloyale. Tout à fait. De par l'impôt. Alors. Parce que ce que vous auriez dû payer, moi je l'ai payé. Mais vous ne l'avez pas payé, ça vous fait des surbénéfices. Et vous devenez en position dominante dans le secteur par rapport à moi. Donc il faut combattre ça. C'est le rôle de l'administration fiscale. Nous allons revenir là-dessus dans quelques instants. Professeur Alaka, c'est vrai qu'on a un tout petit peu ébauché la question. Le problème de l'imposition sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Il y a quelques années, c'était pratiqué au Cameroun, mais on est passé à autre chose. Il s'agit de quoi concrètement? Alors, il y a ce qu'on appelle en matière d'imposition, notamment l'imposition des bénéfices, quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date depuis la nuit des temps, qu'on appelle l'impôt minimum forfaitaire. Cet impôt minimum forfaitaire est parti de 440 000 par an pour toute entreprise qui exerce une activité lucrative. On est là autour des années 70. Et autour des années 80, c'est monté à 660 000 par an qu'on paye comme minimum sur les bénéfices, que vous soyez en perte ou en profit. Mais on est sorti de là, de ce forfait, pour entrer dans une imposition du minimum forfaitaire basée sur le chiffre d'affaires. On est parti de 1%
à 2%, centimes additionnels communaux introduits, ça fait 1,1 et 2,2. Pour certains, 3,3 pour une autre catégorie, 5,5 pour une autre catégorie. Ça là, c'est pour dire que même si vous êtes en perte, ceci, ça revient à l'État, parce que l'État a besoin de votre concours pour assurer ce que j'appelle sa solidarité. Nous payons des impôts, l'État nous retourne ça. C'est pour ça que la loi de finances a deux parties. Une partie recette, une partie dépense. S'il n'y a pas de recette, comment l'État va dépenser, surtout que c'est des prévisions. L'État a donc, l'administration fiscale si vous voulez, a imaginé le procédé de ne plus avoir un forfait, fut-il d'1 million, mais d'imposer, de retirer le minimum forfaitaire sur le chiffre d'affaires mensuel réalisé. Ce minimum, à la fin de l'année, il est déduit. Ce minimum, il est mensualisé, le chiffre d'affaires est mensualisé, donc on retient 2,2% aujourd'hui tous les mois, et à la fin de l'année, on aurait retenu pour 12 mois un minimum sur le chiffre d'affaires global. Et lorsque ce chiffre d'affaires global s'impute sur les charges, on dégage soit un bénéfice, soit une perte. Et de ce bénéfice, si on a des impôts à payer, on déduit l'impôt de 2,2% qui aurait été préalablement mensualisé et on paye le solde. Si c'est à moins, le solde est dû. Maintenant, si on est en perte, le minimum forfaitaire mensualisé de 2,2% est dû. Moi, je ne vois pas de problème. Vous ne voyez pas de problème? Peut-être faut-il baisser. Je ne sais pas, mais c'est nécessaire. Mais il va sans dire que les attentes entre les partis ne seront pas toujours au beau fixe à 100%. Et d'ailleurs, le directeur général des impôts l'a dit, il peut arriver, malgré la main tendue de l'administration fiscale, que les attentes soient contradictoires. Nous allons évoluer dans cette émission. On va y revenir. C'est la thématique principale. En nous intéressant à la situation à Bamenda, le ghost town prolongé sur toute une semaine. Et Catherine Moukouri. Le temps solennel, la mine serrée, les mots savamment choisis. Christophe Guilou appelle à adoucir le ton sur ce passé douloureux. Et c'est le sens de ma présence ici, c'est de regarder tout cela avec sérénité et confiance pour l'avenir et pour l'approfondissement de la relation entre ces deux peuples amis et frères que sont la France et le Cameroun. L'ambassadeur de France prend la parole ici après plusieurs locuteurs, l'ayant précédé sur la scène du dévoilement officiel du monument Oumniobé à Boumniobel. Parmi eux, l'archevêque émérite de Yaoundé, qui sonne la charge contre l'ancienne métropole par le récit des faits historiques. Le 1er décembre 1946, la France administrerait le Cameroun comme une partie intégrante de son territoire français, tandis que l'article 60 de la Constitution française stipule que seuls les territoires et les départements français d'outre-mer sont exclus dans l'Union française. Placé à la ligne médiane de ces sorties, Robert Bapolipote, initiateur à compte personnel de l'érection du monument, ancien député sous la bannière de l'UPC, dont Oumniobé fut secrétaire général jusqu'à sa mort en 1958. Il implore la responsabilité pour le règlement de contentieux historique. Qu'il y a du Gaston donnant dans l'action diplomatique de l'ambassadeur Christophe Guilou. Et nous saluons cette démarche parce qu'elle constitue l'avenir, le fondement de la coopération avec l'Afrique dans un contexte où il y a un peu de confusion, où certains pensent qu'il est temps de se jeter même dans la gueule de l'eau. Donc nous sommes dans une approche de reconnaissance mutuelle et de construction d'un avenir radieux pour nos peuples respectifs. Car comme le disait très bien Augustin Félix Kodok, la vie c'est devant. Ce 13 septembre 2022, pour la 64e fois, les foules du P6, nombreuses dans cette contrée d'Union Ekele, sur la nationale numéro 3, ont fait le deuil du Pondol, et pas seulement, mais des autres héros de la libération,
autour de ce nouveau Omniobe Square, surplombant la zone. Eh bien, professeur Alaka, vous parlez du contentieux historique entre le Cameroun et la France. Lors de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, il a parlé de la mise sur pied d'une commission d'historiens, une commission mixte, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais quand on écoute par exemple l'ambassadeur Christophe Guilou, à la commémoration de l'assassinat de Ruben Omniobe, appelé à la réconciliation entre les deux peuples, de façon tacite, c'est une reconnaissance de ce que son pays a tué Ruben Omniobe. Vous savez, est-ce que le bourreau reconnaît souvent? Regardez même les voleurs là-bas à la prison de Newbel, quand on les amène devant le juge, il dit je n'ai pas volé, mais il sait qu'il a volé. Je n'ai pas tué, il sait qu'il a tué. Non, moi, le discours a changé là. Non, le discours est hypocrite. Vous savez, la France ne nous a pas fait du bien. De toute façon, la France n'a jamais été le colonisateur du Cameroun. La France a été la tutelle du Cameroun. Mais cette affaire qu'on appelle l'ONU a transformé la tutelle en colonie. En colonie. Et c'est le premier conflit historique. Et cette transformation de la tutelle en colonie, voilà le résultat. Et ce résultat, moi je peux vous dire que mon père était UPCiste. Avant d'entrer à l'UC, puis au RDPC, où il a terminé maire. Moi, j'ai des archives de l'UPC chez moi. L'UPC, c'est l'âme immortelle. L'UPC avait une vision du Cameroun, et même une vision de l'Afrique. L'UPC, c'était la lignée des Lumumba, des Kouma et autres. Nasser en Égypte. Des Nasser en Égypte et autres. C'était des Sékou Touré. C'était ça. Si ces gens avaient gagné, l'Afrique aujourd'hui serait en train de marcher sur la tête du monde. L'Afrique serait aujourd'hui hyper développée. Ok. Vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'un pays comme le Cameroun attende que l'ambassadeur de France vienne reconnaître que oui, on a fait du mal. Non. Nous devons depuis amener ces gens, je ne sais pas trop, les avocats le savent, quel tribunal, pour qu'ils réparent ce contentieux historique. Justement, quand vous parlez de ce contentieux historique, Christophe Guilou, à travers cette mesure nominative qui est récente, qui date de quelques jours seulement, est remplacé par Thierry Marchand, général de corps d'armée. Il est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Cameroun en remplacement de M. Christophe Guilou, appelé à d'autres fonctions. C'est une information que nous apportons à nos téléspectateurs. Un général de corps d'armée, qu'est-ce que ça vous dit? C'est pas mon domaine. Vraiment, une telle question, il faut poser à Bandakani. C'est lui qui peut nous dire qu'est-ce qu'un général. Pourquoi Bandakani? Oui, André Bandakani, c'est lui. Mais parce que lui, c'est un stratège. Ils sont nombreux là, des grands messieurs. C'est vraiment. Je vous connais avec des acquis transversaux en matière de culture générale. Mais je comprends, vous ne voulez pas y répondre. J'ai peur de m'aventurer dans des domaines qui peuvent me couper les pieds. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas gratuit. Et donc, que ceux qui comprennent, comprennent. La réalisation nous fait des grands signes. De l'autre côté, on se rend à Bamenda, où le ghost town s'est prolongé, compte tenu de ce que les populations ont boycotté le mot d'ordre des villes mortes. Et Catherine Moukouri, sur les images de notre correspondant Annie Collins dans le nord-ouest. Dans la ville de Bamenda, la semaine a démarré avec 2 jours successifs de villes mortes. Alors qu'on se réjouissait ici d'avoir tourné le dos au mot d'ordre des séparatistes, ce n'était finalement qu'une illusion. Depuis quelques jours, les combattants séparatistes envoient des messages les uns plus menaçants que les autres à toute personne qui tenterait de briser le lockdown. Des avertissements qui s'adressent particulièrement aux commerçants. Le gérant du food market a été enlevé en plein jour dans son bureau pour avoir osé ouvrir le marché la première semaine de la rentrée scolaire. Hier matin,
Ce sont des coups de feu qui ont réveillé les populations à Mankon dans le 2e arrondissement. Cependant, à Nkwen et Upstation, où sont logées les institutions administratives, la population circulait librement. Les forces de l'ordre sillonnent les artères de la ville de Bamenda, où en semaine, les entrées et les sorties sont contrôlées de près. Des populations qui boycottent un lockdown, est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, envisager une paix à l'horizon? Vous connaissez ma position sur ce problème-là. Moi, j'ai toujours prôné le dialogue. Le dialogue est la seule chose qui peut réconcilier les esprits. Bon, maintenant, quand cette affaire avait commencé, les politologues ont dit qu'il n'y a pas un problème là-bas. On va écraser ça en quelques jours. Oui, laissez-moi vous dire. Quand vous me posez on nous signale qu'il y a 2 minutes. J'aimerais qu'on reste précis sur la question. Comment est-ce que vous analysez la posture des populations qui arrivent à tenir tête un peu aux séparatistes? Mais les populations tiennent tête aux séparatistes à leur risque et péril. C'est une très bonne chose, mais il faut qu'ils soient accompagnés par les politiques pour que leur démonstration de force, peut-être pas de force active, soit accompagnée par une autre démonstration contraire de force active et même de force diplomatique. Ils ne vont pas rester, ces gens ne vont pas rester dans cette condition-là. Éternellement. Sois sérieux. D'accord. On va sortir en sport. Et puis ce sont nos frères. Bien entendu, c'est le Cameroun. On va sortir en sport avec le point de presse donné en début de semaine par Rigobert Song-Barnak, le patron du banc de touche camerounais, qui a publié la liste des 26 joueurs qui vont livrer la rencontre amicale contre la Corée du Sud et un autre pays. Le nom devient un tout petit peu compliqué. L'Ouzbékistan, merci beaucoup. C'est dans quelques jours. Marc Chouamot. Plus que jamais attendu par les médias et les fans des Lions indomptables, le point de presse donné ce jour par Rigobert Song-Barnak a permis d'éclaircir certaines zones d'ombre au-delà de la liste des 26 Lions indomptables retenus pour le dernier regroupement avant la Coupe du Monde. Un retour à la normale, salué. Écoutez, dans un premier temps, je suis content parce qu'enfin on a une communication. Le gros problème, c'est que généralement on voyait des listes et on ne savait pas pourquoi un tel ou un tel autre avait été sélectionné. 26 joueurs, dont 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 6 attaquants. Parmi lesquels, les retours confirmés de Georges Mandjek, 33 ans, évoluant à Chypre, et Nicolas Nkoulou, 32 ans, vient à peine de jouer son premier match officiel depuis 11 mois. Il n'y a pas l'âge au football. On parle plus en football de l'expérience, du vécu. Et je pense que ces deux-là, que ce soit Mandjek ou Nicolas Nkoulou, on a besoin de joueurs d'expérience. Et quand vous regardez, il faut une colonne vertébrale. En football, elle existe, une colonne vertébrale qui mérite d'avoir des joueurs qui ont déjà un vécu. Rigobert Song est revenu sur les absences de Michael Gadeux et Zambo Anguissa. C'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. Il est déjà là, c'est lui, il fait partie. Ça, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Mais il faut aussi, nous on préfère la voir le mois de novembre. L'absence de ces joueurs de calibre laisse un peu dubitatif par rapport au délai court pour préparer l'équipe. Nous autres qui avons souvent été sur le terrain, on parle souvent dans le jargon des entraîneurs qu'il y a un souci de cohésion qu'il faut cultiver. Il faut travailler la cohésion parce que ces joueurs en étant absents, pendant que les nouveaux sont là, il faut bien se poser la question de savoir est-ce qu'en novembre, pour le stade qui va précéder le Qatar, est-ce qu'il y aura le temps de mettre en place cette cohésion justement tant recherchée par les entraîneurs? En attendant, les 26 Lions indomptables ont rendez-vous à Séoul dès le 19 septembre prochain pour le début du stage, avant d'affronter le 23 septembre à 7h l'Ouzbékistan et le 27 septembre à 12h la Corée du Sud locale. Le Qatar,
cristallise toutes les attentions à quelques jeux de jambes de la Coupe du Monde. Cette grande messe du football à l'échelle mondiale, prévue entre le 20 novembre et le 18 décembre 2022. Les entreprises, les particuliers, personne ne veut rater cette destination inédite pour des moments d'euphorie collective où les stades vont vrombir pour les matchs de cette 22e édition de la FIFA World Cup Qatar 2022 avec 32 équipes. Au Cameroun, la fièvre monte, surtout dans les agences de voyage. Les Lions indomptables étant qualifiés pour cette belle aventure. C'est le cas de Afrique Travel Manager, un tour opérateur spécialisé dans la conception d'expériences de voyage. Étant spécialiste des expériences de voyage, nous avons tenu à accompagner tous les Camerounais désirant supporter l'équipe nationale en Coupe du Monde, à la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est pour ça que nous avons créé des packs adaptés à chacun des consommateurs, à chaque Camerounais, pour qu'ils puissent vivre une expérience unique au Qatar. Afrique Travel Manager met l'accent sur l'effectivité des commodités de voyage afin d'éviter tout désagrément. Nos packs sont composés de plusieurs éléments tels que les commodités avec des visas Qatar, vous avez la carte AIA, vous avez l'hébergement soit dans un hôtel 3 étoiles, soit dans un hôtel 5 étoiles et les matchs pour supporter vos équipes préférées et l'équipe du Cameroun. Dans cette belle conquête du monde, initiée par Afrique Travel Manager, sous l'œil vigilant du CEO Franck Zouabed, un partenaire média de qualité, la première chaîne privée au Cameroun qui couvre les 4 coins du monde grâce à son professionnalisme et son dynamisme. Canal 2 International, arrosé de ses ondes, Sud Radio Vision. Avec nos partenaires Canada International et Suite FM, nous avons en plus de toutes les commodités qui sont dans nos packs, prévu un pack média qui est offert. Avec ce pack, vous aurez la possibilité d'avoir des publi-reportages à Canada International. Vous aurez aussi les passages lors des plateaux spéciaux, lors des matchs des Lions indomptables, avec un membre de votre équipe sur ces plateaux-là, des jeux, des quiz et des contenus que nous allons créer tous ensemble au Qatar. Le nombre de places étant limité chez Afrique Travel Manager, les inscriptions sont ouvertes pour les différents packs. Accès 1, accès 2, All Pool et Premium. Nous sommes situés à Douala, dans le quartier Aqua, derrière Comessi, face centre des impôts, immeuble ancienne direction Nobra. Nos équipes vous attendent. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi, entre 8h et 17h, et les samedis, entre 8h et midi. L'expérience de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est avec Afrique Travel Manager et le partenaire média Canada International et Suite Radio Vision. C'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition de la rétrospective de l'information. Donc sans dire merci au professeur Alaka Alaka qui est par ailleurs Majesté Roi des Bakoa. C'est à Bokito dans le Bamenoubou. À très bientôt pour votre intronisation, Majesté. Oui, très bientôt, ça ne saurait durer. Et j'ai de bonnes nouvelles de la part de la préfecture qui depuis 2 ans tarde à me livrer l'arrêté d'homologation. Je crois que ça va s'arranger bientôt et votre invitation sera renouvelée. Merci infiniment, Majesté. Et pour la présence sur ce plateau, fiscaliste, administrateur ECAM, professeur de fiscalité, conseil fiscal agréé CEMAC. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous êtes venu étayer notre lanterne, éclairer notre lanterne sur les questions fiscales et notamment la concertation directeur général des impôts et le secteur privé qui a eu lieu à Douala cette semaine. Mesdames, Messieurs, merci d'être restés et d'être toujours fidèles et encore plus nombreux à ce rendez-vous dominical. La rediffusion, n'oubliez pas, c'est demain à 9h. Quant à moi, je vous retrouve à 13h avec Henri-Kédan Atembe dans le cadre du journal bilingue sur Canal 2 International. Mais la rétro, la prochaine édition, ce sera dimanche prochain à la même heure. Portez-vous bien. À très bientôt.